Plusieurs dizaines de manifestants, principalement des femmes, se sont rassemblés dimanche dans la ville meurtrie pour dire non aux tueries et aux assassinats, chantant et marchant contre la violence. Ce crime a provoqué une vive émotion dans tout le pays et au-delà. Samedi matin, une dizaine d'hommes munis d'armes de guerre ont fait irruption en moto dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. Le gouvernement avait affirmé dans un premier bilan que 6 enfants avaient été assassinés samedi par des bandes armées terroristes sécessionnistes. Le porte-parole de l'armée a confirmé dimanche la mort d'un 7e enfant. Un bilan fourni par l'Organisation des Nations Unies faisait quant à lui état samedi soir d'au moins 8 enfants tués et 12 autres blessés par des tirs et des machettes. Le gouvernement a évoqué un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenables, tandis que Maurice Kamto, leader de l'opposition, a qualifié ce crime d'horreur absolue. Je voudrais exprimer le sentiment que j'ai eu en voyant les corps de ces enfants innocents. En tant que père, je ne peux pas être indifférent en voyant leurs corps sans vie à la morgue. Même à l'école, c'est une situation très triste. Nous restons unis, divisés en tant que foule. Nous tombons. Nous restons unis, donc soyons unis, gens de combat, et chassons les séparatistes de notre société. Oui, ils sont nos enfants. Nous sommes prêts à les accueillir dans notre ville comme de bons garçons et de bonnes filles pour que nous puissions collaborer ensemble et pas ce genre d'activité. Les écoles avaient déjà été une cible dans un passé récent, mais n'avaient jamais connu un massacre d'une telle ampleur. Mi-mai, un enseignant de l'université de Bamenda au nord-ouest avait notamment été abattu par des séparatistes car il refusait d'arrêter de faire cours, selon l'ONG Human Rights Watch. Lors d'une déclaration télévisée, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a annoncé que le gouvernement veillera au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public après les violences post-électorales. Il a également annoncé une nouvelle ère pour la Guinée. Le gouvernement veillera avec rigueur et fermeté au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, je présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées et à leurs proches. Une nouvelle ère s'annonce pour la Guinée et les Guinéens. Elle sera marquée par une prospérité partagée. Le dialogue sera poursuivi et maintenu avec toutes les forces vives pour fortifier l'appartenance commune à la nation. Pour apaiser les tensions, des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont arrivés ce dimanche en Guinée après les violences liées à la réélection contestée du président Alpha Condé. Parmi les émissaires figurent le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, et le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Selon des sources diplomatiques, ces émissaires doivent quitter Conakry mardi matin. Seulement 40% des électeurs ivoiriens ont retiré leur carte. La commission électorale indépendante a annoncé ce lundi qu'ils ne sont que 3 millions d'inscrits à avoir effectivement récupéré le précieux sésame au terme de la période de distribution des cartes. La CEI avait effectivement constaté un ralentissement de remise des fameuses cartes, un ralentissement qu'elle impute aux actes de désobéissance civile des militants de l'opposition qui contestent toujours la légitimité de ce scrutin. Pour Isiaka Sangaré, le secrétaire général du FPI, du candidat Pascal Affi-N'Guessan, ce faible taux de retrait montre que le mot d'ordre de l'opposition est respecté. Il estime même que la commission électorale a gonflé son chiffre. La coalition d'opposition s'est réunie ce lundi et le porte-parole a d'ailleurs appelé à étendre la désobéissance civile sur l'ensemble du territoire. La commission électorale indépendante a rappelé que les cartes attendront les électeurs dans leur bureau de vote le jour J. Elle a également indiqué que le nombre de 22 000 bureaux de vote reste inchangé, contrairement à ce qu'avait annoncé le président Alassane Ouattara. Notons que plus de 900 000 nouveaux électeurs sont inscrits sur les listes électorales.
Les différents acteurs impliqués dans les prochaines élections au Burkina Faso ont signé un pacte de bonne conduite. L'objectif final de ce pacte est d'éviter que le discours politique électoral ne vienne mettre en péril la cohésion sociale. La signature a eu lieu ce lundi en présence du chef du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans l'organisation des élections du 22 novembre prochain. Ainsi, en signant ce pacte de bonne conduite, les différents candidats aux élections présidentielles et législatives, les responsables des médias et de la société civile s'engagent pour une campagne et des élections apaisées. Selon les dispositions du pacte, les différents candidats s'engagent à cultiver le respect mutuel et la courtoisie entre acteurs du processus électoral, à rejeter toute forme de violence, à accepter la différence, à privilégier le dialogue et la concertation en cas de différend, à respecter la loi et à l'utiliser, le cas échéant, des voies légales de recours en cas de contestation. C'est une bonne chose, mais le drame, c'est qu'il y a des paramètres qui ne sont pas pris en compte, à regretter, Diabré, appelant à une réflexion plus approfondie, notamment contre la corruption électorale. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le président du Conseil supérieur de la communication assure que son institution veillera au respect de ce pacte de bonne conduite. 13 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel qui sera organisé en même temps que les législatives et dont la campagne électorale s'ouvre le 31 octobre pour s'achever le 20 novembre. Déserter les urnes n'est pas la solution, je l'ai dit et je le répète. Je demande une seule chose aux Ivoiriens, qu'ils aillent voter. Vous voulez mettre un terme à la gouvernance d'Alassane Ouattara. C'est votre droit et c'est tout à fait légitime. Mais je vous propose de le faire dans les urnes, le 31 octobre. Plutôt que d'aller dresser des barricades pour essuyer des balles, plutôt que d'aller jeter des pierres aux policiers, aux gendarmes, pour les accuser par la suite de meurtre. Donc, je suis candidat, il faut entendre par là la candidature de la cohérence et la candidature de la stabilité. Passer le 31 sans élection, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Passer le 31 sans élection, à quoi va-t-on assister? À la chienlit? Au désordre? À la jungle? Si moi je suis élu président, ma préférence c'est de rassembler le peuple de Côte d'Ivoire. Et depuis le sommet, à travers mon gouvernement que je mettrai en place, un gouvernement d'union, qui fera donc appel à toutes les compétences d'où qu'ils viennent. Je pense que c'est une priorité. Des jeunes ont érigé des barricades dans la matinée, dans la ville ainsi que sur les routes de la région, pour marquer leur hostilité au président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé. Un détachement de la gendarmerie a forcé des barrages érigés à l'entrée sud de la ville pour disperser les manifestants. Les manifestants ont riposté par des jets de pierre, plusieurs motos ont été brûlées. La situation était redevenue calme en milieu d'après-midi. Aucun bilan des incidents n'était disponible en fin de journée. Des affrontements intercommunautaires avaient fait à la mi-août au moins 3 morts à Daoukro dans le sillage de l'annonce de la candidature du président Ouattara. Au total, une trentaine de personnes sont mortes dans des violences préélectorales depuis le mois d'août. La crainte d'une escalade de violences électorales meurtrières est forte en Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, survenant après une décennie de tensions qui avait coupé le pays en deux sur une ligne identitaire entre le nord et le sud. Elle avait fait 3000 morts. Dans un communiqué, Abdou Latif Coulibaly, le porte-parole de la présidence sénégalaise, a indiqué que le chef de l'État a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Aucune explication n'a été donnée concernant cette décision et la date de formation du nouveau gouvernement n'a pas été annoncée. Mais selon le communiqué, les ministres et secrétaires d'État sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. Mercredi matin, le chef de l'État avait présidé, comme à l'accoutumée, un conseil des ministres au cours duquel il avait donné des instructions à ses ministres dans différents domaines selon un compte-rendu officiel qui ne laissait pas préjuger de la dissolution du gouvernement quelques heures plus tard.
Le gouvernement dissous avait été mis en place en avril 2019, 2 mois après la réélection pour un deuxième mandat de Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Le président avait supprimé à cette occasion le poste de Premier ministre pour, selon ses services, mettre fin au goulot d'étranglement en étant directement au contact avec les administratifs. Dans un autre décret, Macky Sall a également mis fin ce mercredi aux fonctions de secrétaire général de la présidence de la République de son proche collaborateur Mohamed Boun Abdallah Dionne. Fidèle du chef de l'État et cadre du parti présidentiel, il occupait le poste de Premier ministre avant sa suppression. Macky Sall a en outre démis de ses fonctions la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, qui avait dirigé le gouvernement lors du premier mandat de Macky Sall et à qui les observateurs prêtent des ambitions présidentielles. Non, je voulais voir les différentes victimes, tant au niveau des forces de l'ordre que des civils. Je constate que beaucoup de forces de l'ordre ont reçu des balles de chevrotine. Bon, Dieu merci, que ce soit les militaires ou les civils. Nos médecins ont fait des efforts extrêmement importants, même des miracles, parce qu'ils ont pu sauver quand même tout le monde. Donc pour moi, il était très important de connaître la situation de ces malades-là pour voir exactement. Et je félicite et remercie nos médecins pour les soins qu'ils ont pratiqués sur toutes ces victimes, de toute façon indifférentes, que ce soit militaires ou civils. C'est extrêmement important pour nous. Parce que tous les Guinéens sont égaux devant la santé comme devant la loi.